Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous aussi fidèles toute la semaine, du lundi au vendredi. Nous sommes avec vous à partir de 12h33 quelquefois. Dans un instant, nous allons recevoir Mrs. Elisabeth Gussab. Good morning. Bonjour, good morning. And Pupil Sitan Guassao. Good morning. Hi, good morning. Hi. And Sierra Chouette. Good morning. Good morning. Welcome. OK. Ensuite, Sylvie Rosier, chroniqueuse GCL. Ensuite, Rassakam Moazmensa, le garde du corps royal. Il va nous expliquer un peu l'Ethiopian World, la Fédération incorporated locale d'une manifestation culturelle qui se fait bientôt. Et on va terminer avec Rachel Nago, coach en écriture, qui va nous parler du Salon de la Poésie. Un petit peu avant, il y aura Asia, la chroniqueuse ZCL. Les formations, bien sûr, c'est Mrs. News. Ima News, good morning. Good morning, everyone. You are fine? I'm really fine. Really Thank fine. you. Aujourd'hui, dans les nouvelles, nous allons parler de la réunion publique qui a eu lieu sur l'hôtel Fort-Royal et sur la carrière de DE. Donc, le maire a pu, autour d'une réunion publique, discuter de ces deux problématiques. Il était aussi question du Fort-Royal, justement, avec le LCDM qui pose ses valises à l'entrée de l'hôtel Fort-Royal. Problème touristique et nécessité de gestion plus équilibrée avec notre développement économique du territoire. On reviendra sur la visite ministérielle avec la ministre Nathalie Delattre qui a pu faire sa visite des marches des esclaves sur Petit Canal. On parlera aussi de la mobilisation des syndicats dans la rue de Pointe-à-Pitre et aussi des salariés sur Jarry de la Sotradom. Donc voilà une actualité marquée par le social. On va commencer par Fort-Royal parce que cette réunion était importante puisqu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent à DE, la carrière et l'hôtel. Tout de suite, c'est parti. C'est vrai que c'est un exercice démocratique très compliqué, très difficile par les temps qui courent, mais on l'a fait parce qu'il fallait porter les explications que vous avez entendues ici concernant le fonctionnement de l'hôtel Fort-Royal et la fermeture actuelle de la carrière. Le conseil régional a apporté des réponses par rapport aux différents griefs qu'ils ont formulés. Et lundi, ils vont rencontrer le préfet. Je suis même invité à cette réunion. Ils vont rencontrer le préfet et là aussi le préfet va répondre aux griefs qui sont posés. Et puis nous, au niveau de la commune de DN, nous veillons à ce que ce qui se passe sur le territoire se passe au mieux. Mais vous voyez, ce que je déteste et je déplore, c'est qu'on a l'impression que comme ADL, les choses marchent bien, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes partout. Où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes, mais nous, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hôtel a déjà été fermé à plusieurs reprises. Il a failli devenir un squat caribéen à un moment donné. Et pour nous, il est important que l'hôtel fonctionne, mais pas non plus à n'importe quel prix. Donc nous avons des griefs. Que nous avons porté devant les tribunaux, donc c'est pourquoi je n'en ai pas parlé, on a juste signalé. Mais nous disons que l'hôtel EADR, il n'est pas au sol, il n'est pas ex nihilo. Il y a une population, il y a une vie, il y a une âme de DR qu'on doit pouvoir retrouver à l'intérieur du fonctionnement de cet hôtel. Cette réunion, il serait souhaitable qu'elle soit encore active lorsque le tribunal rendra ses décisions parce qu'il y a plusieurs procédures en justice. J'ai l'impression que les Guadeloupéens sont en train de se foutre en l'air eux-mêmes. On assiste à un véritable autogénocide. Nous avons détruit nous. Ce problème, à mon avis, c'est pas réglé. Hein? Vous voulez que je vous donne la solution à peu près? Nous sommes dans un état de droit. Il faut appliquer la loi. Qui est suédois, qui est français, qui est monde vient, qui est Guadeloupe, c'est appliquer la loi. Depuis appliquer la loi, tout est clair. Et ça simple. Et maintenant, la loi pour appliquer, on va demander ces Guadeloupéens là, tout le monde de mettre à l'entour de table et engager la voie du dialogue. C'est comme ça la vie faite, aussi simple. Si c'est de la café difficile là, si c'est qui a un café difficile, tout le monde, il fait ça, appliquer la loi. Nous sommes dans un pays de droit. Tout le monde a droit, tout le monde a devoir, c'est appliqué. Et soyons de véritables citoyens. Des citoyens, vous voyez la définition de citoyen, c'est des gens qui ont énorme conscience de responsabilité envers eux-mêmes, envers autrui, envers la société là. On va vivre tout cela dans le bulle. On va rester sur la commune de DE puisque une problématique se pose avec l'hôtel Fort-Royal et le LCDM pose ses valises pour pouvoir parler justement des défis liés à la gestion de cet hôtel. On voit un reportage d'Olivier Félix. Nous avons trouvé nous prenons possession à lieu là.
c'est une force pour la Guadeloupe aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce patrimoine. J'avais promis au maire que j'ai rencontré sur le salon de l'agriculture de venir lui rendre visite. Nous avons trouvé nous prendre possession à lieu là parce que contre toute injustice qui est en Guadeloupe et plus précisément à Déé, et que nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas élu pour venir pour savoir vrai qu'il a passé. C'est Adam Bulassa que nous prenons possession et pour faire nous tendre nous parce que nous c'est LCDM, nous avons représenté la voix des sans-voix et nous avons trouvé dans l'hôtel Fort-Royal, il y a trop injustice, il y a décès, il y a viol, il y a mort, il faut nous agir. Pour moi, ils sont en danger parce qu'elle ne peut pas permettre vous d'accepter qu'un missile anglais qui a utilisé une station d'épuration qui fait avec fonds publics et qui a empêché d'autres monde de brancher ici. Ça qui a fait que ces gens ont obligé de verser, ces hôtels-là qui a obligé de verser tout effluent et toute l'eau isolée en dans le canal là. Donc il y va normalement dans forme de pollution à toute nappe phréatique là, pollution à l'écosystème là et aussi un paquet de nuisances que nous avons au niveau qui s'est engendré au niveau à qualité à d'eau de baignade là, à ces touristes là qui a Fort-Royal là. Donc en tant qu'officier de police judiciaire, premier magistrat de la commune, les maires responsables à salubrité publique sur le territoire communal. Les maîtres ont dit nous qu'il a porté 3 plaintes contre M. Langlais, sachant que les nous a vérifié pas tenir pas plainte. Il fait un seul appel là, il vient à porter et mener M. Langlais devant le tribunal là. Et après là, il pète situation là ça. Il dit qu'il a tiré toute plainte contre M. Langlais. Alors M. Langlais a trouvé un terrain conquis et il a fait ça. Que là resté toujours en chemin là jusqu'à ce que nous obtiennent ça nous demander. Commander des bulletins bien particuliers dont nous commander des justificatifs à toute politique en nous concernant un bail de loyer à Fort-Royal. Nous commander aussi toute comptabilité et administratif à Fort-Royal. Nous commander aussi départ à M. Langlais parce que l'hôtel là pas été conçu pour M. Langlais faire ça, il n'y a fait là. Nous commander aussi de justifier nous pourquoi il y a un consulat planté dans l'hôtel là. Et dernièrement, le 21 mars, pourquoi ils mettaient en croix pharmaçonnique avait un rituel fait pour perturber en cas de toute population là. Alors nous devons savoir réellement ce qui a passé à Fort-Royal et qui a justifié. C'est inadmissible qu'un bouc a fonctionné à un état de droit, qui a fonctionné comme shérif, comme Django, qui a fait ça et pour le monde pas savent ça, tout le monde qui a fait ça n'est pas savent ça d'après eux, alors que tout le monde savent bien ça. Alors nous pouvons poser la question, pourquoi ce silence approbateur? Mais on aura les réponses, on espère bientôt. Elisabeth Gustave, merci d'être avec nous. Vous êtes coordonnatrice baccalauréat français international LGT Bainbridge et vous êtes avec 2 étudiants, 2 élèves. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Donc, ces élèves font partie de la première section internationale américaine de LGT Bainbridge. Et cette première-là a commencé en septembre. Et donc là, aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention des parents et des élèves et qu'ils postulent pour la 2e année. Alors que les élèves sont avec vous, alors je vais vous poser la question. Pourquoi vous êtes avec Madame Elisabeth Gustave? C'est votre professeur, mais pas seulement ça. Alors, oui, Mme Gustave, c'est aussi une accompagnatrice au quotidien. Elle nous aide dans beaucoup de tâches, notamment pour notre voyage. C'est elle qui fait toute la coordination entre nous, les autres professeurs, qui a tout fait pour nous, pour qu'on puisse partir, et également pour créer cette section qui nous est si bénéfique. Alors, partir où? Alors, on a pour but de partir le 12 avril aux États-Unis, donc faire 10 jours à Atlanta et 5 jours à Washington, D.C. Ça nous permettra d'enrichir notre culture générale et de pratiquer surtout la langue. Oui. Pendant combien de jours vous partirez? 15 jours. 15 jours? Oui. Bon. Ça serait bien que vous présentiez la section. Qu'est-ce que c'est que le BFI? Oui, justement, j'allais poser la question. Baccalauréat français international. Alors, le baccalauréat français international, c'est une section qui vient d'ouvrir au lycée de Bainbridge, mais qui existe déjà partout en France. Alors, en fait, on a... Partout dans le monde? Oui, c'est vrai, partout dans le monde. Alors, en fait, cette section est spécifique parce qu'elle est faite pour des personnes qui ont déjà une certaine maîtrise de l'anglais et de l'espagnol. Parce qu'on parle beaucoup de l'anglais, mais on a aussi une grande partie d'espagnol dans notre quotidien. Et aussi, on a des cours en plus en espagnol, mais également en anglais. On a 2 matières
2 matières supplémentaires par rapport au tronc commun des personnes qui sont en première générale sans option spécifique. Donc une option de connaissance du monde qui est précisément, qui est surtout centrée sur les États-Unis et sur la culture américaine, mais également une autre matière qui est de la littérature espagnole, en espagnol. C'est une section trilingue en fait, anglais-espagnol. You are speaking 4 languages. Yes. French, Spanish, English, Creole and English. En English. Very wonderful for you. Alors, comment ça va se passer ce voyage? Give me some information about the trip. Alors, le voyage, en fait, c'est un partenariat avec Atlanta. Donc, mercredi, là, tout de suite, le lycée d'Atlanta, Decatur, ils viennent et... ils viennent en Guadeloupe. Ils viennent en Guadeloupe. Ils auront le temps de les rencontrer? Bien sûr, ce sont leurs correspondants. Ah, d'accord. Donc, ils viendront en classe, ils visiteront la Guadeloupe. Et nous, on partira le 12 avril, plus précisément. On sera hébergé en famille. On ira en cours au lycée Atlanta. On va visiter, évidemment, le centre Martin Luther King, les universités américaines. Vous allez voir CNN aussi. CNN, même Coca-Cola. Et Coca-Cola, oui. On va même voir Coca-Cola. En fait, on va visiter Atlanta. Et on finit avec Washington, D.C., qui est... l'endroit dont tout le monde rêve d'aller pour visiter la Maison Blanche éventuellement. Ah, vous allez rencontrer Trump? Oui, il nous attend. C'est prévu? Pas du tout, évidemment. Non, mais en fait, au départ, on avait rendez-vous avec Gladys Francis. Oui, mais elle a changé d'université. Elle a changé d'université entre-temps. Oui. C'est maintenant la doyenne d'une autre grande université qui est à Sacramento. Mais nous, on ira quand même visiter le musée afro-américain, le Space Museum, le musée d'histoire américaine. En fait, on va visiter d'ici pendant 3 jours. Ouais. Mais Elisabeth, c'est pas la première fois que vous faites ce genre de truc. Oui, on est allé à Boston l'année dernière. On fait ça de temps en temps parce que les élèves en profitent vraiment. Ceux qui ont une carrière internationale reviennent toujours me voir, me dire que le voyage du lycée leur a fait comprendre qu'ils pouvaient vivre à l'étranger, qu'ils pouvaient échanger avec les autres, qu'ils adoraient les cultures autres, etc. Donc c'est une ouverture sur le monde. C'est seulement deux élèves qui participent au voyage? Non, ils sont... Vous êtes combien? Vous êtes combien? Alors, on est 21. Ah, quand même. Oui. Ah, vous êtes 21. Ah, ils sont 21, on n'allait pas venir à 21. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais voilà, donc la je vous ai emmené un couple, oui. Un garçon et une fille. Un couple? Non, ce n'est pas un couple dans la vraie vie. Je vous ai emmené un garçon et une fille parce que je pense qu'on est à peu près 10 garçons et 10 filles. 10 garçons et 10 filles. Voilà, mais on est surtout venu pour dire aux jeunes Guadeloupéens que cette section est une section exigeante et qui serait intéressant pour eux, s'ils sont ambitieux, de postuler. Ils ont jusqu'au 30 avril sur le site du lycée. C'est dans Parcoursup aussi? Non, c'est pas dans Parcoursup, c'est après la seconde. Les élèves de seconde qui sont bons en anglais, bons en espagnol, peuvent postuler. En fait, cette section, elle existe surtout dans les grandes villes, New York, Paris, etc. Et aussi partout dans le monde. Il y a vraiment beaucoup de sections internationales. Donc, je trouve que c'est exceptionnel qu'on ait ça en Guadeloupe. Et je voudrais que les jeunes qui ont la possibilité de s'inscrire parce qu'ils sont excellents en anglais et en espagnol le fassent et ne ratent pas le coche. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On peut demander à Sierra ce qu'elle pense de son année, là, parce que ça fait bien 6 mois qu'ils y sont. Alors, Sierra, justement. Alors moi, c'est un pur plaisir d'être en BFI, parce que l'année dernière, j'étais en Euro-Caribéenne. C'est très intéressant l'approche qu'on avait avec l'anglais. Mais là, de savoir qu'on a une approche aussi avec l'espagnol, ça fait plaisir, parce que nous savons que dans les Caraïbes, parce qu'on est aussi antillais, et dans les Caraïbes, nous avons beaucoup de pays qui parlent aussi espagnol. Donc parfois, on met l'espagnol de côté alors qu'il ne le faut pas. Et beaucoup de personnes, par exemple, beaucoup de jeunes au collège n'ont pas une bonne approche avec l'espagnol. Le BFI aussi, c'est un moyen de se raffilier à ça, de renouer les liens avec l'espagnol. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est mettre en avant l'anglais notamment, mais aussi l'espagnol. L'ambiance de classe, elle est juste incroyable parce qu'on est tous là pour le même but, pratiquer les langues.
on a un amour commun pour les langues. Donc ça fait du bien d'être avec des gens qui nous ressemblent. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui sont en troisième maintenant, qui vont passer en seconde au lycée? Quel est le message? Enfin, je pose la question aussi bien à Ethan qu'à toi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui sont en troisième maintenant, qui sont peut-être bons en anglais, peut-être pas encore trop hispanisants, mais enfin, ça viendra. Alors j'aimerais dire qu'il ne faut pas, surtout pas hésiter, que même si on a des difficultés, il ne faut pas se baser sur ça, qu'il faut quand même tenter et que s'inscrire, c'est déjà réussir, d'accord? Et après, c'est fournir les efforts au fil de l'année. Donc c'est vrai que oui, le BFI demande un bon niveau en anglais et en espagnol, mais il ne faut pas se freiner. C'est tout à fait possible, si maintenant vous êtes intéressé, de déjà commencer à travailler pour avoir un meilleur niveau en espagnol ou en anglais. Par exemple, je sais que dans la classe, on avait des personnes qui étaient plus bons en espagnol qu'en anglais, ou parfois l'inverse, et pourtant tout le monde trouve son compte. Et, il faut également spécifier que l'option est accessible dès la première en fait. Oui. C'est quand on est en seconde qu'on peut essayer de postuler. Oui. Mais il faut aussi dire que le BFI c'est franchement fortement valorisé sur Parcoursup. Déjà sur Parcoursup pour la France. Mais en plus c'est quand même une section américaine. Donc ça nous ouvre des possibilités pour rejoindre possiblement des universités aux États-Unis ou même dans d'autres pays. Donc pour revenir sur ce que Madame Gustave a dit, si vous êtes ambitieux, vraiment foncez. N'hésitez pas. Donc déjà, comment on fait pour intégrer le BFI? C'est-à-dire, comme Ethan l'a dit, en seconde, on télécharge un dossier sur le site de l'établissement, donc LJT Bainbridge. Ensuite, on dépose le dossier, donc par mail, tout est inscrit sur le site du lycée. Ensuite, on convoque les candidats pour une épreuve écrite, en anglais et en espagnol. Puis ensuite, une épreuve orale, toujours en anglais et en espagnol. Et ensuite, on sélectionne 20 à 25 personnes. Alors moi, je pose une question au-delà. Après le bac, vous pensez faire quoi, Ethan? Alors, personnellement, je pense m'orienter vers une classe préparatoire aux grandes écoles, à Paris, Louis-le-Grand précisément. Oui. Et pour ensuite... tu vas aller à Louis-le-Grand? Oui. Alors, je te dis que l'entrée, c'est pas donné. Hein? Oui, je sais. Enfin, tu le sais, bon. Oui. Okay. Et dans l'objectif ensuite de rejoindre l'une des grandes écoles de France comme l'IX, Polytechnique, l'ENS, ou peut-être m'orienter vers un diplôme de pilote avec l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Moi, je ne sais pas encore précisément. Je vais m'orienter plus précisément en prépa. J'irai en MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur, et après je verrai. Et toi Quant à moi, je vais devenir vétérinaire. Donc un peu rien à voir avec les langues, mais justement ce qui est intéressant avec le BFI, qui est quand on est en première, on doit choisir 3 spécialités. Quand on veut devenir médecin, on choisit les sciences en général. Quand on veut travailler dans les langues, on choisit les langues. Mais ce qui est bien avec le BFI, c'est qu'on peut cumuler les sciences, donc prendre des spécialités scientifiques. Et grâce au BFI, on a beaucoup plus de cours en langue et avoir un fort bagage. Comme ça, à la fin de la terminale, on a un fort bagage scientifique, mais aussi un fort bagage linguistique. Donc on arrive à cumuler les deux. Donc pour moi, je pense que le BFI, c'est une révolution du bac, parce qu'il n'existe pas de bac qui cumule sciences et langue. Et là, justement, dans la classe, justement, on est beaucoup d'élèves comme ça, comme Ethan, moi ou même d'autres, qui on veut se lancer vers des métiers scientifiques, mais on ne veut pas non plus abandonner les langues. Donc là, on trouve vraiment notre compte. Et d'ailleurs, pour terminer cette approche pour compléter cette approche linguistique qu'on a en première et en terminale, à la fin de terminale, on a 3 épreuves en plus au bac, comparé aux élèves qui sont en première classique. C'est-à-dire qu'on a 3 épreuves et pas des moindres, parce que chacune est coefficient 20 dans le bac. Normalement, quand on est en première classique, les épreuves les plus coefficientées, c'est les spécialités. Les 2 spécialités, chacune coefficient 16. Et là, dans le bac français international, on a 3 épreuves en plus, chacune coefficient 20. Une de littérature espagnole, un oral et un écrit. Sur la littérature espagnole, quand même? Comment? Oui. Sur la littérature espagnole? Oui. Une épreuve, un oral et un écrit. Quelle est le professeur d'espagnol? La professeure Alexandrine. Ah, d'accord. Elle veut venir. Elle est du voyage? Non, elle n'est pas du voyage. Pas du voyage. Ah, donc c'est pour ça. D'accord. Bon. Faut pas oublier que en BFI, on a aussi le tronc commun, donc c'est-à-dire qu'on a 2 profs d'espagnol. On a notre prof d'espagnol pour le tronc commun, mais aussi du coup l'ACL, la littérature espagnole. Pareil pour l'anglais, on a une prof pour le tronc commun et aussi une prof pour du coup Madame Gustave pour la matière CDM. Connaissance du monde. Exactement. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je sais que quand on dit
on parle de coefficient, on parle de 20, ça fait peur, mais derrière, on a une bonne équipe pédagogique, dont Madame Gustave, au total, on a 4 profs de langue, donc derrière, on n'est pas tout seul. On a des professeurs qui sont vraiment à l'écoute. Donc oui, ça fait peur quand on parle de coefficient. Oui, c'est énorme dans le bac, même, mais derrière, on a une très bonne préparation, parce que derrière, on n'est pas tout seul, il y a des gens qui nous suivent. Yes. Voilà. Alors, il faut savoir que quand on va en prépa scientifique, les notes des matières de l'anglais à l'oral et à l'écrit, ça fait souvent la différence. Donc, c'est aussi intéressant pour ces profils-là. Une question peut-être, non ? Non, je trouve ça particulièrement stimulant pour les auditeurs qui nous écoutent, d'avoir des jeunes tellement motivés, ambitieux. Je trouve ça génial, c'est juste pour souligner ça. J'avais juste une question. Du coup, les cours, ils sont à chaque fois spécifiquement full English ou espagnol ou mélanger les deux dans l'approche? Les cours d'anglais sont en anglais à 100%, espagnol à 100% aussi, mais en histoire géo, ils ont 4 heures en histoire géo, 2 heures en anglais et 2 heures en espagnol. Ouais. Voilà. When you are watching Netflix, you are watching in French or in English? In English, of course. English, of course. I suppose. It's the same for you. Yes, obviously. Yes, okay. In Spanish too. In Spanish too? Sometimes we do, of course. Mais c'est bien, Elisabeth, de pousser nos jeunes à ce genre de choses. Et ce voyage, je vous souhaite un bon petit voyage là-bas. Alors, on a encore notre cagnotte maintenant que j'y pense. On a notre cagnotte parce qu'on demande de l'aide à toute la Guadeloupe parce que ce voyage nous coûte excessivement cher. Oui. On a une cagnotte pour le voyage qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, pensez à aider les jeunes. Mais comment la cagnotte est sur quoi? Sur quel réseau? Sur Instagram ou sur TikTok? Alors, je ne sais pas trop. Ce sont les parents qui gèrent ça. Ah, ce sont les parents qui activent? Oui. Enfin, je pense que c'est juste un lien. Et c'est sur Hello Asso, c'est ça? Oui, c'est un link, comme on dit. Oui, exactement, c'est un lien. Bon, envoyez-nous ça et puis on va le diffuser dès demain. Je vous l'envoie. Le voyage, c'est le 12, c'est ça? Exactement, oui. C'est le 12 avril. On part le 12 avril et on revient le 26. Le 26. On fait 10 jours à Atlanta. Et mais il faut revenir après le voyage quand même. Ce serait bien de revenir après le voyage. On va les envoyer. Oui, alors prenez des images là-bas. Take a maximum of pictures where you are. Mais oui, and send from them. I will be very happy to see you again. OK? Bye bye. Bon, thank you. Et pensez à vous inscrire, ceux qui sont intéressés, jusqu'au 30 avril. Il faut aller sur le site du lycée LGT Bainbridge. Voilà, c'est fait, it's done. Bon, thank you. See you next. Yes. Have a good trip. Thank voilà, you. 12h56. Pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, je le dis en français. Mais non, mais tous nos téléspectateurs ne parlent pas anglais, espagnol, donc il faut rester quand même dans notre langue native. Voilà, il est 12h56. Dans 4 minutes, on se retrouve après pour la deuxième partie avec Sylvie Rosier et Rassakan Mohamed Sa, le garde du corps royal. On va parler de l'Ethiopian World. À tout à l'heure. Dans le ZCL News, nos prochains invités sont là. Sylvie Rosier, chroniqueuse. Bonjour. Bonjour. Good morning. Bonjour. Ça va? Et Ras Sankaran, bonjour. Bonjour. Garde du corps royal. On va parler tout à l'heure de The Ethiopian Road Federation Incorporated. Aujourd'hui, on est dans l'anglais à 100%. Tu as remarqué? Oh my God, that's so Yes, OK. On fait un recap de l'information de tout à l'heure. Oui, on a parlé de la réunion publique qui a eu lieu à DE, donc concernant le Fort Royal et la carrière de DE. On est resté aussi sur DE concernant le LCDM qui pose ses valises, concernant la station d'épuration qui pose problème. On reviendra sur la visite de la ministre déléguée au tourisme qui a pu visiter la marche des esclaves à Petit Canal. Et on parlera aussi de social avec la mobilisation des syndicats sur Pointe-à-Pitre et sur les salariés de Sotradom dans les rues de Jarry. On commence avec la chronique de Madame Rosier, générique.
welcome, Madame Rosier. Alors, on va réseauter pour élargir les opportunités. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça la chronique. Alors, bien sûr, chaque semaine, dans le Boostez-vous, on apprend quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on va parler d'un levier puissant pour avancer sa carrière, c'est le réseautage. Le réseau, bien oui. Oui, c'est important, le réseau. Pas les réseaux sociaux seulement, les réseaux en général. Les réseaux en général. Alors, comment ça s'organise? Un réseau professionnel. Réseau professionnel, c'est d'accord. Ça. Alors, comment on se met en place pour faire son réseau? Déjà, il faut aller à la rencontre des gens. Et donc, assez souvent, on fait un peu l'amalgame en pensant qu'il faut juste aller à un événement professionnel, distribuer ses cartes de visite, et puis ça y est, on a constitué son réseau. Oui. C'est un premier pas, mais ce n'est pas uniquement ce qu'il faut faire. C'est pas suffisant. Parce qu'en fait, il faut nouer des relations authentiques avec les personnes avec qui on veut avoir des contacts. C'est-à-dire au-delà du verre de champagne. Au-delà du verre de champagne, au-delà de la carte de visite, il faut avoir des petits gâteaux. Une discussion. Oui. Ou du chocolat. Ou du chocolat. Oui. Une discussion concrète avec les personnes qu'on rencontre. Il faut que qu'on noue une relation authentique, en fait, je disais. Donc, il faut pouvoir, hormis voir que cette personne peut nous apporter quelque chose, on peut aussi nous voir en quoi on peut lui rendre service également, puisque l'idéal dans un réseau, c'est d'être donnant-donnant. On s'apporte chacun, pas forcément en même temps, mais on peut s'apporter l'un et l'autre quelque chose. Et donc, c'est essentiel d'éviter de se dire, je vais juste contacter mon réseau quand j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin d'un service. Ah, mais je connais telle personne qui travaille dans cette société et qui pourra me rendre un service. Mais si c'est quelqu'un qu'on n'a pas contacté ou que la dernière fois qu'on l'a appelé, il y a 2-3 ans, c'était pour lui demander un service. Donc, c'est mort. Exactement. Ça ne peut pas fonctionner. Donc le réseau doit être vivant, en fait. Voilà, c'est ça. On doit garder des contacts. Je ne vais pas dire permanent, mais on peut garder des contacts, par exemple par les réseaux. Il y a un réseau social professionnel, LinkedIn, qui est fait pour ça, où du coup on peut soit de temps en temps envoyer un message, ou on peut partager un article, partager une réflexion et tout, et ça permet inviter à déjeuner une fois par an. Ou pourquoi pas, inviter à déjeuner si on a vraiment un contact. Trimestre, au moins. Pourquoi pas, ça peut fonctionner. Mais du coup, c'est de garder le lien et que la personne elle se rappelle aussi si elle à un moment elle pense à quelque chose ou elle a besoin d'un service particulier, se dit ah mais oui, mais par exemple je connais M. Zandronis, c'est un expert en communication, mais du coup je peux faire appel à lui, ou sinon il peut même vous recommander auprès de son réseau, et puis ça vous permet d'avoir du coup des contacts supplémentaires. D'accord. Et quels sont les outils pour le réseau? Déjà, comme je disais tout à l'heure, prendre des nouvelles assez régulièrement. Oui. Comme on peut, par message, ou juste faire passer, transférer des articles, des choses qui peuvent intéresser le réseau. C'est aussi d'être dans la réciprocité. Donc, on n'est pas là seulement pour demander un service, mais on fait comprendre à la personne qu'on est disponible. On est disponible, et elle également, elle peut faire appel à nous en cas de besoin. Et puis, partager aussi ses avancées sur ses projets, sur ses défis au sein de sa société ou au sein de son activité professionnelle, puisque du coup, ça peut permettre d'avoir un échange. Et la personne dans son réseau peut également nous donner des pistes pour nous aider si on se retrouve dans une difficulté quelconque. Alors, si, Sylvie, j'ai besoin de trouver un emploi pour mon fils ou ma fille, ou bien même pour moi, ou alors un client, comment je m'organise dans mon réseau? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, on n'y va pas franco en disant « Bonjour, j'ai besoin d'un stage pour mon fils. » Ah, ça se dit... Ah, non. Pas comme ça. Ouais, pas comme ça. Bon. On aura plus souvent on ne prend pas de stagiaire ou non, je ne peux pas t'aider une réponse positive. En fait, il faut que la demande, elle laisse une porte d'ouverture, une porte de sortie à la personne en face, ou lui montrer que ça peut être un service qui peut ramener une réciprocité. On peut dire bonjour, déjà on prend des nouvelles. De la personne. On lui dit, mais je connais ton parcours dans tel domaine et tout. Je sais que tu as des relations dans ce secteur d'activité. J'aimerais bien entrer en contact avec des personnes pour, du coup, retrouver un contact pour avoir des idées pour mon fils qui cherche justement un stage dans ce secteur. Il aimerait avoir des informations sur ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec des personnes? Et puis, surtout, si tu as besoin de quelque chose en retour, n'hésite pas. Il faut enrober, bien sûr. D'accord. Tu aimes le chocolat aujourd'hui, je constate. Oui, c'est mon jour de chocolat. Ah, d'accord. Donc, ça fonctionne parce que, du coup, la demande est claire. On voit bien que tu cherches des infos pour un stage pour ton fils. Mais, au-delà de ça, tu montres aussi que tu es ouvert à un service en réciprocité, ou que tu veux peut-être juste avoir un contact et que tu vas te débrouiller avec le contact pour aller vers cette demande de stage. Quand c'est comme ça? Mieux que si on demande franco à quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis un an, un stage dans sa société. Je pose la question à Iman, en fonctionnement de réseau, comment tu fonctionnes?
Il faut être multi-spectre, on va dire. Donc c'est ça en fait l'idée de travailler à la fois ces réseaux sociaux, c'est un peu la base. Si c'est un réseau professionnel LinkedIn, c'est on va dire un atout. Ça devient incontournable. Et après, rien ne vaut la rencontre, on va dire présentielle. C'est énorme. Exactement. Donc en fait, c'est créer des relations authentiques. C'est ça, tout à fait. On n'est pas juste là parce qu'on a besoin de pas de la l'opportunisme. Non. Ouais. Il faut être dans une relation authentique, en fait. Faut toujours se demander, OK, j'ai besoin de quelqu'un dans la communication pour m'aider, mais au-delà de ça, moi, qu'est-ce que je peux lui apporter également? Donc, voilà. D'accord. Bon, on essaie de mettre ça en place. Oui, pourquoi pas. On va proposer aux téléspectateurs, du coup, d'essayer de nouer 3 contacts, de reprendre contact avec 3 personnes de leur réseau, demander des nouvelles, passer un message. Alors, si les gens m'appellent pour demander de passer aux et ils vont dire, comme ça, très bien passé. C'est pas le bon réseau. OK, c'est noté. Non, je suis bien content d'avoir entendu ça. En tout cas, merci Sylvie pour ces questions, pour ces réponses à ces questions et l'utilisation, la mise en place d'un réseau, du réseautage. Donc, aller à un cocktail et juste prendre un petit pot et puis dire bonjour, donner sa carte, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est ce qu'il faut noter. Mais la personne, d'ici 1 heure, est oubliée. J'ai oublié aux 5 minutes après, quoi. Voilà. OK, bien. Merci. À la semaine prochaine. 13h10, on s'adresse donc à notre ami Ras Sankawan. Bonjour. Alors, ce qui est important, c'est de nous expliquer d'abord, c'est quoi The Ethiopian World Federation Incorporated? Alors, bonjour toute la Guadeloupe, en belle force pour tout le peuple là. Donc, alors déjà, The Ethiopian World Federation Incorporated est une organisation non gouvernementale qui a été léguée depuis l'empereur Haïlé Sélassié et le docteur Malakoubayan plus précisément, et qui a en vue d'apporter soutien lors de la guerre italo-éthiopienne et d'apporter soutien à l'Éthiopie. C'est une organisation qui jusqu'à aujourd'hui a perduré dans le monde de la Caraïbe et le monde noir au niveau des États-Unis, puisque le headquarter se retrouve à New York. Et donc c'est une organisation qui aujourd'hui permet, de par son organisation, de projeter, d'avoir des projets au niveau du monde noir qui vont mener le peuple justement vers sa destinée qui lui est propre dans chaque local, dans chaque région. Donc c'est toute la diaspora. Comprendre que c'est une fédération qui appelle à fédérer toutes les entités, toutes les compétences, afin que nous puissions valoriser notre savoir-faire dans chaque localité. Et plus précisément, une organisation qui a longtemps été menée par les Rastas, vu l'association avec le roi des rois Haïlé Sélassié, mais aussi ce qu'on demande aussi, à ce que le peuple, en fait, tout le monde puisse venir nous rejoindre, parce que ce n'est pas simplement une affaire de Rasta et de porter des locks. Alors, il y a quelque chose qui est important quand même à dire, pour les Guadeloupéens ne savent pas, c'est le docteur Joseph Vitalien. Voilà. Alors qui c'était ce docteur Joseph Vitalien? Ce docteur Joseph Vitalien, puisqu'on parle de la guerre italo-éthiopienne, dans les années 1880-92, lorsque il y a eu cette guerre, c'est un docteur, un Guadeloupéen, qui se retrouve à partir en Addis Abeba, et que ce docteur, voilà, il soutient l'Éthiopie, il est l'aide conseiller de Ménélik II, il aide à construire des hôpitaux, des chemins de fer, et voilà que là, il est aussi le professeur de Lich Tafari, à la demande de son père, le Ras Makonnen. Et donc cette histoire qu'il s'est impliqué dans cette guerre, il est retourné après ça à Paris, et ensuite retourné en Guadeloupe pour faire de la politique, etc. Mais ça n'a pas trop bien abouti. Mais c'est une part vraiment importante, c'est le lien que nous avons dans notre histoire, entre la Guadeloupe, l'Éthiopie. On le connaît en Éthiopie, docteur Vitalien? Oui, je pense qu'il est connu, puisque quand même dans tous les livres
les livres, vous savez, le Kebra Nega, c'est un livre qui retranscrit vraiment toute l'histoire et tout ce qui était là en ce temps avec l'empereur Ménélique. Oui. Et donc, vous, là, aujourd'hui, vous préparez quelque chose en Guadeloupe pour célébrer l'indépendance de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Oui. Quelque part, bon, quand on parle aussi de l'Éthiopie, on parle de l'Éthiopia. L'Éthiopia qui était avant tout toute l'Afrique. Oui. Et ensuite, le berceau de l'humanité. Le bastion, finalement, avec les invasions colonialistes, c'est le bastion qui s'est retranché vers l'Éthiopie, vers l'Abyssinie, qui est devenue aujourd'hui l'Éthiopie, mais qui garde le nom, en fait, de ce grand bastion. Donc, finalement, un Sénégalais, un Malien, un Béninois, un Guadeloupéen, un Martiniquais. Hein, nous sommes tous Éthiopiens. Alors, tu es allé en Éthiopie, je crois, aussi. Oui, alors je suis allé en 2010. Oui. J'ai pu faire très bien passé. J'ai pu rencontrer les grands prêtres de l'ordre du Nyabinghi, les prêtres du Bobo Chanti. J'ai pu rencontrer aussi la communauté, je vois le bonjour aussi à Rasmaoma, un Martiniquais, une famille qui est partie là-bas. Donc on allait planter, la journée on plantait ensemble, on a toute une activité. Et là vraiment en Éthiopie, j'ai pas pu faire vraiment le touriste, puisque tout de suite à Chachamani, on est tout de suite impliqué dans la vie sociale et le travail que nous mettons en place tous les jours. Et c'est vraiment... Alors les Rasta de Guadeloupe, comment ils s'organisent désormais par rapport à tout ça? Eh bien justement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ceux qui sont ici. Moi aussi, j'ai fait le retour. Je suis allé, j'ai pu voir comment on allait s'organiser. Mais aussi, au niveau du pays, c'est de pouvoir s'organiser justement par les manifestations que nous faisons, du 3 avril là, qui arrive, et du 4, qui est l'anniversaire de Joseph Vitalien. Oui. Nous allons continuer jusqu'au 5 avec la présentation de tableaux de nos membres, qui sera exposé avec Akio. Donc c'est une organisation, nous les Rastas, pouvoir s'impliquer aussi dans le développement économique du pays. D'accord? Donc il y a des formations, tout le monde essaie de trouver du travail. On s'organise aussi avec l'artisanat, les sons de système, la musique, l'art en général. Hein? Et aussi, comme je vous dis, le développement économique, ça n'empêche pas. Aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes pour la jeunesse. On s'est longtemps battu dessus. Notamment, je me rappelle de l'histoire de Noé qui avait été refusé en Martinique pour une histoire de cheveux. Nous avons envoyé la délégation de Martinique, le local numéro 7 de Martinique. Hein? Finalement, aujourd'hui, Noé se retrouve à avoir des enfants, à travailler un peu comme tout le monde. Donc, tout ça, ce sont les objectifs de la fédération, de soutenir son peuple et de combattre toutes les injustices, toutes les discriminations qui sont commises contre le peuple. Donc, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous avons le pouvoir de parler avec des organismes comme l'ONU, l'OUA, et notamment, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps quand même avant de venir parler à la télé. On a pris en compte tout ce processus depuis la crise Covid, avec les grands frères, avec Claude Jean-Pierre, tout ce qui arrive encore, notamment encore avec l'histoire de Yanis Sely encore. Donc là, nous allons, en tant que fédération, faire porter toutes ces tragédies, en fait, compte, qui nous arrivent, et pouvoir parler, remettre, notamment, il y a eu une grande conférence à Addis Abeba sur le colonialisme et l'esclavage. Nous savons qu'aujourd'hui, notre situation ici n'est pas encore réglée parce que nous devons parler de réparation avant tout. Ensuite, nous pourrons parler d'autonomie, nous pourrons parler d'indépendance. Mais nous devons nous statuer à faire des démarches comme ça, faire remonter aux grands organismes. C'est comme au temps de Selassie, lorsqu'il a parlé à la Société des Nations, quand son pays a été envahi. Il a dû aller représenter son peuple et pouvoir demander à ce que justice soit faite.
Alors, le local 72, c'est là, qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui ne savent pas? Alors, le local 72, c'est justement qui porte le nom 72, un chiffre donné, mais docteur Joseph Vitalien, oui. Et qui donne une dimension à notre local comme étant docteur. Donc, nous allons parler de plantes médicinales, nous allons parler de médecine. Nous avons besoin des auxiliaires de femmes, parce que nous avons des unités de travail que nous mettons en place au sujet de l'éducation. C'est un gouvernement qui se met en place. Nous avons des unités agricoles, des unités artisanales, des unités musicales, des unités, par exemple, Plainte et Grief, qui, dans le ghetto avant, lorsque la fédération se retrouvait pratiquement chez Bergame, dans le ghetto à Boissard, et bien à ce moment-là, l'unité Plainte et Grief permettait à ce que des résolutions de problématiques qui arrivent, qui peut-être bénins, mais qui ne peuvent pas dépasser plus parce que nous, les Rastas, nous avons la possibilité de gérer avec et de parler au niveau avec les jeunes. Quoi. Donc, c'est vraiment une organisation à prendre en place. C'est un appel aussi que je viens faire à ce que les gens puissent venir participer avec nous à ce grand plan d'élaboration qui est pratiquement un gouvernement provisoire en attendant de savoir qu'est-ce qu'il en adviendra de notre nation. Alors, le rendez-vous sur le 3 Le 3. Demain. Oui. Enfin, après-demain, jeudi. Oui, alors, jeudi 3. Ça se passe où? Au Centre des Arts. Oui. Nous allons faire une exposition d'abord d'œuvres d'art, parce que nous avons comme ambition de valoriser notre patrimoine artistique et justement d'envoyer un de nos membres peut-être exposé jusqu'au musée de New York, et notamment dans tous les bassins caribéens où nous avons des locaux fédéraux. D'accord. Et donc l'anniversaire du 3, avec exposition photo et conférence, débat. Le vendredi, alors nous aurons exposition maintenant de l'œuvre du docteur Joseph Vitalien, avec exposition de photos, conférence, et peut-être un concert sur la fin avec Oliver Stone et Zebris, oui, qui sera présent. Ah, Zebris, oui, on connaît. Oui, tout le monde. Mais alors, et le samedi aussi, oui. Un petit atelier pour les enfants de dessin. D'accord. Où ils pourront venir et on va leur apprendre à comment dessiner, montrer tout ce qui est de l'art du dessin qui peut arriver jusqu'au dessin animé. Quoi. Alors, donne-nous quand même quelques petits renseignements sur l'alimentation Rasta aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, l'alimentation Rastafari, bon, c'est vraiment difficile à en parler ou je dirais. Parce que quand on regarde tous les gens qui meurent en fait dans le monde, à venir parler d'alimentation. Mais l'alimentation est importante car elle permet de régir le corps humain. Tout à fait. Et de maintenir la bonne santé. Donc, aujourd'hui, quand même, un Rasta, il n'est pas forcément seulement que végétalien. Ça, il faut le dire. Parce que vous avez les 12 tribes qui cuisinent aussi du poulet, de la viande, etc. Donc, c'est savoir que chacun, finalement, a sa spécificité. Les Naya Bengi qui sont végétariens, les Bobo Chansi qui sont végétariens mais qui peuvent manger du poisson. Parce que c'est les Naya Bengi qui ont porté un petit peu le végétarisme ici. Hein? Oui. Et donc là, c'est mettre en place justement toute cette production, mettre des unités d'agriculture pour pouvoir donner au peuple le meilleur. Quoi. Donc rendez-vous le 3 Le 3. Le 3, le 4 et le 5. Le 4 et le 5. Et le 5 au Centre des Arts. Au Centre des Arts et devant la rue piétonne pour le coup de tambour avec Akio. Et aussi, en tant que membre de la fédération, nous serons présents aussi devant le tribunal le 5 pour représenter, défendre l'injustice qui est faite contre Yanis Seli. Ok, donc ça aussi, il faut que le peuple sache que nous ne pouvons laisser ça passer et qu'on se fasse tuer comme ça dans notre pays. On dit aïe en aïe. Voilà, et bien Rastafari. Merci en tout cas d'être venu. 13h23, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec Rachel Nagou qui a parlé de Salon de la Poésie et de Assia
pour sa chronique habituelle. À tout de suite. Voilà, il est 13h28, c'est la dernière séquence du ZCL. On va recevoir deux femmes. D'abord, Rachel Nagou, bonjour. Bonjour. Elle est coach en écriture, et autrice, et elle va parler de ça dans la poésie. Et on va dire happy birthday, bon anniversaire, Asia. Merci, bonjour à tous. Mais oui, bon anniversaire à toi, et encore plein d'anniversaires, et puis plein de bonnes choses. C'est un jour fantastique. Quand c'est l'anniversaire, c'est un jour fantastique aujourd'hui. Donc, tu dois rayonner aujourd'hui. Ah, mais moi, je rayonne toute l'année. Mais aujourd'hui, spécialement, j'avoue. Oui, tu dois rayonner. Bien, alors, deux petits mots sur l'actualité quand même. On y revient. C'est pas l'anniversaire de l'actualité, non? Non, moi, je ne suis pas du mois de mars. Alors on va revenir à l'actualité et parler de la visite de la ministre déléguée au tourisme, donc Nathalie Delattre, qui a pu voir justement la marche des esclaves sur Petit Canal, donc autour de la valorisation de notre patrimoine historique. Michel Depape était parmi eux. On voit un reportage. C'est une force pour la Guadeloupe aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ce patrimoine. J'avais promis au maire que j'ai rencontré sur le salon de l'agriculture de venir lui rendre visite sur ce lieu chargé d'histoire, comme vous l'avez dit, et très important pour notre tourisme. C'est vrai que c'est un vecteur de développement, mais c'est aussi un devoir républicain. Cette mémoire, nous devons la faire vivre. Les jeunes doivent comprendre d'où ils viennent et surtout pour ne jamais répéter les actions qui se sont produites. C'est un honneur de recevoir Madame la ministre pour mettre en valeur le patrimoine de la ville de Petit Canal, le patrimoine guadeloupéen, qui symbolise un petit peu les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui et à travers notre histoire. C'est un patrimoine que nous a laissé nos ancêtres. Et donc Petit Canal, carrefour de l'histoire aussi de la Guadeloupe à travers, je dirais, les différents sites qui se trouvent sur le territoire. Vous avez visité une partie, la ministre, mais il faut savoir qu'on a le site de Duval, on a Beautier. On a plein de sites touristiques aussi qui relatent un peu l'histoire des Guadeloupéens. Et donc c'est un honneur et puis ça nous permet de mettre en valeur le territoire. Nous faisons un travail depuis des années pour valoriser, pour rendre attractif notre territoire. Et là, vous apportez une pierre à l'édifice que nous construisons depuis tantôt. Voilà, donc une séquence qui a permis dans le cadre de sa tournée aux Antilles, de voir la valorisation de notre patrimoine. On va parler de la mobilisation des syndicats dans les rues de Pointe-à-Pitre. Donc plusieurs syndicats ont battu le pavé ce matin concernant une mobilisation interprofessionnelle pour rappeler les revendications sociales face aux réformes et à l'inflation persistante. On voit un reportage de Solène Fèvre. Nous voyons aussi qu'ils ont arrêté la fermeture des classes et les suppressions des postes. C'est pour ça que nous devons matin. Nous sommes aujourd'hui confrontés à beaucoup de difficultés au sein de cette communauté. Et effectivement, nous voulons juste plus de lois, plus de justice. Et voilà. Donc aujourd'hui, on s'est rassemblés en fait pour faire entendre notre voix par rapport à tout ça. On ne peut pas à la CGTG rester sans pas dire pour mot vers les crimes. Là, on peut trouver aussi qu'il y a des balles perdues touchées d'autres mondes. Donc, c'est vrai que la crise, c'est vrai que le trafic de drogue a l'origine à ça. Mais c'est parce qu'il y a un problème social et économique et surtout politique qui a fait que le problème-là a posé en termes de ça. Donc, nous avons dit qu'on ne peut pas rester indifférents. Nous garder qui nous prendre des initiatives pour voir si balles arrêtées par les Français en pays là ça parce que nous ne pouvons pas continuer là que vous pas trouver où et d'autres s'il n'y a pas vous ça peut être voisin ça peut être d'autres monde qui pas rien à voir avec ça qui a pris en bas donc balles qui a soit mort ou bien blessé gravement. Il faut que nous soyons tous ensemble de manière à que la population puisse adhérer et comprendre notre revendication et surtout qu'on puisse avancer tous ensemble en fait et arriver à avoir une vie correcte. Le premier Bégavine, c'est qu'il y a une occasion pour nous de compter force en nous réellement parce que le premier c'est très important en 2025 parce que la question qui est posée, c'est la question de la guerre, des financements à la guerre et c'est nous qui avons payer les pots cassés. Donc il y a des questions que le mouvement ouvrier qui d'ailleurs pour dès le départ dit il est placé sur le terrain de l'internationalisme. Donc, portons un réponse sérieux par rapport à ça que certains prisonniers nous font. Donc, à tuer
propres frères de classe en nous, frères de misère en nous, qui aussi exploités qui nous dans les pays où et qui ne peut pas accepter de jouer là. Et 13h33, je voulais dire, on va parler un petit peu de poésie, puisque le 5 et le 6, c'est le salon de la poésie. Et pour ça, nous avons Madame Nago, bonjour. Bonjour. Elle est écrivaine, autrice, comme on dit, mais elle est aussi coach en écriture. C'est quoi un coach en écriture? Eh bien, le coach en écriture accompagne les personnes qui souhaitent écrire, ceux qui ne savent pas... Si je veux écrire, je peux venir vous voir. Alors, vous êtes journaliste, j'imagine que vous avez déjà une plume. Ceci étant dit, je peux avoir parfois dans mes ateliers des enseignants et ce qui leur manque, si vous voulez, c'est être ensemble, faire ensemble, être guidé, trouver à quel moment de la journée écrire. En fait, c'est le meilleur moment pour la journée pour écrire, c'est quoi? Alors, ça dépend des personnes. Pour moi, ça va être très tôt le matin, à 4 heures, j'écris. 4 heures du matin? Ah oui, oui, oui. Ouais. Je suis inspirée, j'écris beaucoup le matin, et puis après je pars travailler. Le soir, non. Mais d'autres personnes, ils sont plus... ils vont, la nuit, le silence de la nuit leur parle, et ce sont les couches tard. Donc ça va dépendre de chaque individu. Donc l'accompagnement en général, ce sont des conseils. Alors comment ça se présente, ce salon de la poésie? Oui, alors le salon de la poésie, son thème c'est voix et plumes émergentes, puisqu'on souhaitait donner, c'est la première édition, salon première édition, la parole à de nouveaux talents, à des personnes qui écrivent, parce qu'en Guadeloupe il y a beaucoup de personnes en fait qui écrivent, qui souhaitent être entendues. Donc comment? Élus. Entendu et lu. Oui. Lu peut-être et entendu, voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de déclamer sa poésie. C'est un autre exercice, on peut également. Donc on a voulu donner la voix à ceux qu'on ne connaît pas, mais qui sont là, qui n'ont pas encore été publiés, qui ont déjà été publiés, mais qui ne sont pas connus. Donc c'est le thème du salon, d'où les ateliers d'écriture également, en première partie du salon pour mettre le ton, pour permettre à chacun de se sentir légitime dans l'écriture de la poésie. Et donc, ce que je souhaite dire, c'est que, en fait, depuis novembre 2024, nous avons ouvert un concours, justement, à tous, que nous avons clôturé mi-janvier. Alors, normalement, c'est en décembre, mais on avait encore des poésies qui arrivaient. On a dû clôturer parce que, suite à toutes ces poésies qui sont arrivées, nous avons réalisé un livret. Un récit, un recueil de poésie qui s'appelle Flot de mots. Et dans ce recueil de poésie, vous avez les participants au concours. D'accord. Alors, juste pour qu'on ait une petite idée, un petit extrait de 2 ou 3 petits poèmes rapidement. Ah, ben je veux bien, puisque hier soir, justement, j'en lisais encore quelques-uns. Il y en a un qui m'a beaucoup plu, si vous souhaitez, j'en parle, puisque ça parle de poésie. Oui. Donc, c'est M. Maurice Damas. Oui, c'est un ancien journaliste. Oui, c'est un ancien journaliste. Voilà. Des fleurs pour toi, poésie. Ô poésie, mon souffle de vie. Tu es ma musique avec son do et son si. Tu traverses des vitres sans les briser pour donner vie à mes pensées. J'aime quand tu troubles mon silence pour me faire parler à tous les temps de mes émotions et des sentiments qui me font sortir du sommeil de mon enfance. Une femme maintenant. Ah, une femme. Alors, est-ce que c'est une femme? J'en ai sélectionné pas sur le genre. Que des hommes. Ah non, j'ai choisi comme ça au hasard. Je me suis dit, tiens, si j'ai le temps, je vais partager. Alors, je vais partager le poème, effectivement, de Emmanuel Barthes. D'accord. Voilà. Allègre posthume, le titre. Qu'on m'enveloppe dans mon linceul naturel. Qu'on évanouisse mon corps dans le magma de la terre, qu'on m'éparpille dans l'horizon sans cloche ni couronne, qu'on me laisse la liberté de mourir vivifié. M'évader, être dans le présent constant, l'instant où le futur est absent. Le temps n'est ni mien, ni tien, ni sien. Viens, viens sans attendre de l'autre côté du rivage. Donc, vous voyez qu'on a de belles choses, qui nous ont été proposées. Alors, le concours a lieu pendant le salon, j'imagine, enfin, les résultats du concours. Exactement. Alors, le jury, puisqu'il y a eu un jury tout à fait autonome. Donc, le concours, les poésies sont en français et en créole. Et donc, il y aura 2 lauréats. Un pour la poésie en français et un en créole. Donc, il y a un déjeuner poétique le dimanche midi, à l'occasion duquel on va remettre les prix avec des lots, des surprises aux lauréats.
Alors, il faut dire quand même que vous avez prévu quand même 2 ateliers d'écriture. Oui, alors, il n'y aura pas que les ateliers d'écriture. C'est vraiment pour démarrer la journée de samedi et dimanche, pour ceux qui veulent s'exercer, pas que écouter, pas que découvrir d'ailleurs les poètes qui seront présents, parce qu'il y aura des stands toute la journée. Hein, donc, on pourra échanger avec les poètes. Il y a des éditeurs qui seront présents. Je pense aux éditions Negmaron, qui va venir avec certains de ses auteurs. Mais pour commencer la journée en toute détente, puisque l'espace s'y prête aussi, nous serons à l'espace Taonaba, si je prononce bien. C'est à la route de Périn, aux Abîmes. Voilà, c'est... comment dirais-je, la maison de la mangrove. Oui, c'est un lieu particulier, qui est très poétique. Oui, le lieu est... Voilà, fermé, ouvert, on est dans la nature. Voilà. Donc, les personnes qui voudront s'exercer à la poésie avant de rencontrer les auteurs, avant d'écouter les conférences également, et avant d'écouter la musique, il y aura plein de choses, le pourront de façon très bienveillante. Hein. Il ne faut pas se dire, bon, c'est peut-être pour des personnes qui savent écrire, qui ont fait des études. Non, non. Du moment qu'on est un être humain, du moment qu'on a des émotions, on peut dire des choses, on peut écrire et on va participer à ces ateliers dans un esprit bienveillant. Alors, ça commence samedi 5 à partir de 9h. Je rappelle quand même il y a une dimension politique dans le discours politique avec Franck Garin qu'on connaît. Et le dimanche, il y aura encore un autre débat, une conférence débat sur l'engagement et la résistance dans la poésie avec Jean-Luc Divial qu'on connaît très bien ici. Oui. Et donc, et puis la remise des prix, il y aura du jazz, je vois, Parole en jazz de Joël Chianidier, le déjeuner poétique et surtout la remise des prix du concours de poésie. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et les conférences, en fait, sont là pour montrer aussi que la poésie, elle n'est pas que esthétique. Elle est esthétique, bien sûr. On pense souvent à l'amour, à des thèmes comme ça concernant la poésie. Mais la poésie est parfois un outil, entre guillemets, en tout cas, utilisé dans la sphère politique. Alors, ça peut étonner, mais on pense tout de suite à Aimé Césaire, à des grands noms, qui ont utilisé la poésie comme un outil, dans leur engagement. De prise de conscience. Pour une prise de conscience. Ben, écoutez, Madame Nagou, on vous remercie d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Et puis, on souhaite que ça se passe bien et on espère vous revoir un de ces jours, quand votre prochain ouvrage sortira. Oui, j'espère que vous allez m'inviter. Ah ben oui, pas de problème, je serai invité, ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà, Rachel Nagou, merci d'être venue. Merci. Elle est sur 40, je passe la parole à Iman. Et je redis bon anniversaire à Asia. Et donc, on va passer son générique et on commence sa chronique. Bienvenue sur la chronique Mission Régénérescence. Mission Régénérescence intervient auprès des familles, auprès des seniors, auprès de la jeunesse et en intergénérationnel. Elle promouvoit la santé, la vitalité, au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Alors, bonjour Asia, joyeux anniversaire encore. Merci, bonjour Iman. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de la santé mentale des aidants familiaux. C'est un sujet qui est un peu différent de ce que tu as pu déjà aborder, mais en quoi c'est important de pouvoir les aider, ces aidants familiaux ? Alors oui, j'ai voulu vraiment mettre à l'honneur les aidants familiaux aujourd'hui et moi, à mon sens, ils devraient l'être tout le temps, toute l'année parce que ils s'occupent de leur famille toute l'année. Et pourquoi ? Parce que les aidants familiaux ont un poids émotionnel qui peut sembler invisible parce qu'ils ont tendance à pas se plaindre. Ils n'ont pas le temps de se plaindre parce qu'il faut pouvoir être là pour la personne qui en a besoin, que ce soit une personne handicapée, que ce soit une personne qui souffre de démence, une maladie Alzheimer, d'une perte d'autonomie quelle qu'elle soit. Et donc, la place de l'aidant, tu vois, bien souvent, elle passe à l'as. La place de l'aidant en tant qu'être, en tant que personne, son bien-être mental, en fait, il passe en dernier plan finalement. D'accord, c'est comme si elle s'efface un peu en fait, cette personne qui aide, c'est ça ? Exactement. Elle s'efface naturellement parce que, avec toute sa bienveillance, elle est là pour la personne qu'elle accompagne. Et la problématique, c'est que elle s'efface, mais elle s'épuise aussi. Tu vois, elle s'épuise. Et justement, on parle d'épuisement. Est-ce que c'est comme une forme de burn-out ou bien est-ce que c'est différent ?
Alors, l'aidant aussi peut totalement subir à un moment donné du burn-out, ça c'est sûr. À la différence d'une personne qui va ressentir un burn-out, par exemple professionnel, eh ben, l'aidant, il peut tomber malade et continuer quand même à être aidant quand il n'a personne d'autre pour aider, tu vois. Alors que quand on rentre dans un burn-out professionnel, à un moment donné, ben, on est couché et puis ben, on se fait suivre et on n'a pas le choix. Et là, donc là, en fait, ils n'ont pas le choix de faire, c'est ce que tu en train de dire. Exactement. Et je suis confrontée à des personnes que j'accompagne qui sont même des fois plus malades que les personnes qu'elles accompagnent elles-mêmes, tu vois. Et dans ce cas-là, comment on fait pour ne pas s'effondrer quels sont les moyens de réagir face à ce type de situation? Alors déjà, le moyen de réagir, parce que très souvent, ce que je vois, c'est que l'aidant vacille entre différentes émotions, tu vois. Il faut qu'il aide la personne, qu'elle soit porteuse de maladie, quelle qu'elle soit, mais son épuisement va faire qu'il va être dans des sentiments, voilà, il peut ressentir de la colère, il peut ressentir de la frustration, mais très souvent, il reçoit aussi de la culpabilité. Et donc, il vacille entre ces émotions-là. Et pourquoi ? Parce qu'il se sent épuisé, il se sent dépassé. Des fois, on est même seul à aider. Des fois, on a la famille et des fois, non. Donc, et il se retrouve coincé avec toutes ces émotions. Donc, c'est comme une charge mentale, une surcharge mentale, ouais, c'est ça ? C'est exactement ça. Là, on ressent... Voilà, une charge effectivement mentale et une charge émotionnelle. Et que faire ? Il faut déjà pouvoir y mettre de la conscience et surtout prendre conscience que c'est normal, qu'il est normal d'avoir toutes ces émotions ressenties. Parce que tu sais, très souvent, l'aidant, il va ressentir, mais il va garder pour lui. Parce que on va penser qu'on peut être jugé si on se plaint de la personne qu'on accompagne. Ça peut être très mal vu. Alors que ces émotions-là, elles sont naturelles. C'est naturel de ressentir de l'épuisement, à un moment donné de la colère parce qu'on n'a personne vers qui aller et être aidé, ressentir de la frustration, ressentir de la culpabilité. Toutes ces émotions, en fait, il faut pouvoir les accueillir et en prendre conscience. C'est déjà une première chose. Donc c'est le premier pas, c'est la conscientisation de la situation sans culpabilité. C'est exactement ça. Prendre conscience de ces émotions, qu'elles sont naturelles, elles ont le droit d'être là, parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes émotionnels. On ne peut pas passer à côté. Et à mon sens, c'est la première façon de pouvoir déjà mettre des mots sur ce qu'on ressent et du coup ne pas les garder pour soi. Tu vois, ne pas les garder pour soi et ne pas faire comme si elles n'étaient pas là, comme si toutes ces émotions n'existaient pas. Parce que c'est là où ça nous fait tomber malade. Tu vois, aujourd'hui, on sait dire... C'est les petits cristaux dont oui, tu parlais l'autre jour. Tout à fait. Il y a vraiment, aujourd'hui, on sait dire qu'il n'y a aucune émotion... en fait, toutes les émotions, à un moment donné, quand elles ont été réprimées dans le corps, si elles n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer, si on n'a pas pu être accompagné pour libérer ce stress, libérer ces émotions, eh ben, ça nous fait tomber malade. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du psoriasis, de l'eczéma, ça peut être un sentiment... Un mal au dos. Des douleurs de dos, quand on dit j'en ai plein le dos, ça veut bien de quelque part, tu vois. Les douleurs d'estomac, tout ce qui est aigreur, etc., la rumination, les soucis que l'on rumine. Les problèmes digestifs. Exactement, les problèmes digestifs, tout ce qui est ballonnement, constipation, diarrhée, c'est très souvent des émotions réprimées, très souvent des tensions dans le corps. Donc il y a vraiment aucune... Enfin, tous les organes ont une fonction. Ah oui, ont une fonction émotionnelle au départ. Le foie, c'est la colère, on le sait. Donc voilà, donc il est pour moi, à mon sens, primordial de prendre conscience de ça et de libérer ses émotions, de ne pas les garder pour soi, vraiment de se permettre de les libérer. Et alors comment faire ? Alors, la première chose, prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Ici, au Centre Régénérescence, on a créé des cercles qui s'appellent les cercles Régénère, qui sont pour les personnes qui souhaitent libérer leurs émotions, mieux gérer leurs émotions, libérer leur stress, sentir un soutien, un accompagnement et avoir des outils, tu vois, des outils pratiques à réutiliser. Il y a vraiment des choses simples que je peux déjà vous énumérer dans un premier temps. Il y a ce que j'appelle le journaling, on l'appelle comme ça, écrire. Écrire, à mon sens, c'est déjà quelque chose qui est très libérateur. Prendre un moment pour libérer ses émotions, tout ce qu'on a sur le cœur, et sans
sans limite, sans frontières, jugement. sans jugement avec soi, écrire tout ce qu'on a sur le cœur et déposer ça dans l'écriture. Une fois qu'on a écrit tout ça, on peut se permettre de faire une boule et de la jeter, de la brûler, mais vraiment déjà libérée par l'écriture. C'est une première chose. Libéré par la parole. Si nous n'avons personne pour libérer ça, on peut aller dans la nature et parler devant la nature, crier. Moi, j'aime beaucoup crier dans l'eau, dans la mer, crier dans ma voiture. Ça, c'est quelque chose aussi. Il faut savoir que les émotions se libèrent par différentes méthodes. La parole, le mouvement, la respiration, mais aussi par l'écriture, on l'a dit. Donc il y a vraiment des petits outils comme ça qui permettent vraiment de se libérer, de déposer ces émotions bloquées dans le corps. C'est vraiment fondamental. Et donc tu parlais du cercle Régénère, donc c'est quoi exactement? Comment ça se passe? Oui, alors le cercle Régénère se trouve donc au centre Régénérescence à Morne-à-l'Eau, limite Perrin-les-Abîmes. Il reçoit les personnes qui en ont besoin, les personnes ça qui dure ont... comment? Combien de temps? Ici, c'est vendredi de 18h30 à 20h. C'est ouvert vraiment pour tous. Toutes les personnes qui se sentent seules à la maison, qui ont le sentiment un gros sentiment de solitude, qui ont besoin de soutien. Des personnes qui sont accompagnées mais qui ont besoin aussi d'outils. Qu'ils ont aussi besoin d'outils pour pouvoir les utiliser. J'en ai cité quelques-uns, mais il y a d'autres outils que nous mettons en pratique durant le cercle. Donc c'est un cercle, c'est pas un atelier. C'est quoi la différence pour toi? La différence avec le cercle, c'est que le cercle, c'est un moment de partage. On se trouve en cercle et où on est dans l'écoute bienveillante. C'est un moment authentique où les personnes peuvent partager entre elles. Et en plus, moi, j'apporte des outils et on les met en pratique durant le cercle. Je l'appelle le cercle parce que c'est vraiment un endroit, en fait, un moment vraiment de partage et d'écoute. Tu vois, c'est vraiment, on va dire, posé plus dans ce sens. D'accord. Donc donc ça a été mis en place depuis une semaine et ça va être quelque chose qui va être récurrent de manière hebdomadaire parce que ça me tient à cœur. Aujourd'hui pour les aidants familiaux, mais pas que. Donc là, c'est pas que. C'est-à-dire que le cercle, il est ouvert à tous les gens, toute forme de problématique ou bien c'est spécifique pour les aidants familiaux? Ici, vendredi, ça va être spécifique pour les aidants familiaux. Vraiment, ce sera vraiment l'opportunité de déposer ses émotions et apprendre à les gérer pour faire mieux face au quotidien. Parce que j'imagine que les gens qui ont la même problématique, c'est quand même plus facile de pouvoir parler dans un cercle ou bien c'est peu importe la thématique, ils viennent et ils déposent et la parole fera que le travail se fait. Oui, alors il est vrai que des fois, j'ai pas forcément de thématique, mais le besoin profond de base, c'est de vouloir libérer ses émotions. Sentir qu'en fait, on en a plein le dos, on en a plein la tête et on ne sait pas quoi en faire. Tu vois, donc ça vraiment, la racine, c'est ça. La racine, c'est je me sens mal dans ma peau, j'ai envie d'aide, j'ai envie de me sentir soutenue. Pourquoi j'ai créé ces cercles Régénère? Parce que moi-même, à un moment donné de ma vie, j'en ai eu besoin et on m'a tendu la main. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, waouh! Et pourtant, on était tous avec des thématiques différentes, tu vois. Mais pourtant, de sentir ce soutien, cette collectivité remplie de bienveillance, d'authenticité, d'amour, il faut le dire, tu vois, ça fait du bien. Donc la racine vraiment profonde, c'est ce besoin de libérer ses émotions. De se sentir soutenu, et de se sentir et reconnu. Exactement. D'accord. Donc rendez-vous ce vendredi, donc 18h30. Est-ce que c'est payant, gratuit, comment on participe, on s'inscrit Oui, ici le cercle sera totalement gratuit, donc je sais qu'on aura du monde et on vous attend nombreux. Donc vous avez pu voir défiler le cercle Régénérescence, mais vous avez vu aussi défiler d'autres ateliers que nous faisons au sein du centre, toujours porteurs sur la libération, tels que la danse libératrice qui se fait de manière hebdomadaire, où on passe vraiment des très bons moments de libération émotionnelle. Vous avez vu aussi défiler l'atelier du pardon radical. Ça, c'est vraiment une opportunité de déposer les poids émotionnels du passé, libérer les relations toxiques de nos vies et retrouver sérénité et paix. Donc le centre, c'est vraiment un centre porté sur ça. Donc le vendredi, on a le cercle Régénère, on a l'atelier, j'ai vu danse libératrice. C'est ça, samedi donc matin. Ça, c'est le samedi et le pardon, donc c'est l'après-midi. Oui, samedi donc, après-midi. 3 événements différents. Voilà, tout à fait.
Ok, ben en tout cas avec ça, j'espère qu'on pourra être vraiment au centre de sa vie et complètement. Moi, j'en ai aucun doute. D'accord, ben merci beaucoup Assia, et ben au plaisir de plusieurs ateliers et de ta prochaine chronique. Eh ben oui, avec grand plaisir, et je vous dis à tous, prenez soin de vous. On va revenir à l'actualité et parler de la mobilisation des salariés de Sotradom. Donc, c'est une entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets. Ils se sont mobilisés pour se faire entendre sur les revendications sociales. Nicolas Hachi a reçu leurs propos. Dès le matin, nous mobilisés, c'est les camarades de l'entreprise Sotradom qui a dans le groupe Jacques Gadarcan. Les salariés, j'ai au moins subi une vague de licenciement. J'ai au moins 45 heures licenciés. En tout, 175 salariés qui sont censés entrer en licenciement. Pourquoi? Parce que Jodla a attribué des marchés, qui est la région qui a attribué. Et en mettant marché là, la région dit pas ni l'argent a arrêté marché là. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des salariés qui ont déjà attribué ces marchés, ces chantiers là ça. Et Jodla, les chantiers arrêtés, employeurs là, ils partent à une démonstration de licenciement. Bien évidemment, le problème, nous ne savons pas ton là. Nous, quand on dit patron là, c'est organisé pour pas de licenciement à nos travailleurs. Et l'organisation, c'est l'IPH chez l'argent là, Chalis, pour dire Chalis payer pour nous payer travail. Nous savons aussi que la société a des petits problèmes actuellement parce que nous avons des commandes. La région a nous des commandes et actuellement, ces commandes-là, ils ont annulé. Donc, nous avons 20 millions de commandes, ce qui fait que aujourd'hui, la société est en difficulté. Mais il faut que le patron prenne responsabilité. Il faut aussi qu'il arrête le licenciement là et dis-nous qu'est-ce qu'il fait pour maintenir le maximum de salariés. Donc là, nous mobilisons pour montrer qu'il faut s'arrêter en pays Guadeloupe. Il faut s'arrêter et comprendre que c'est toujours les salariés qui payent les conséquences. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours les salariés. Nous ne croyons pas qu'à c'est même bien là. Ni problème à DIE, c'est les salariés qui sont en partie. Aujourd'hui, là, ni problème vers la région, et vers le patron là, c'est les salariés qui sont en partie. Nous, il faut nous arrêter ça. 170 salariés, c'est 160 pères de famille qui aujourd'hui là, il y en a là. Il faut que chaque monde à un niveau prenne responsabilité. Nous ne pouvons pas nous contacter pour l'instant. Chaque monde qui est entré en calpi, là, il faut rentrer dedans. Demain, nous allons voir le syndicat qui nous a fait. Nous avons un rendez-vous en côté. Nous allons voir demain avec le GTG qui nous organiser nous. Pour là, pas qu'à continuer. Voilà, donc des revendications sociales qui restent au cœur de notre territoire. On va conclure notre émission aujourd'hui. Nous avons reçu plusieurs invités. Elisabeth Gustave est venue avec Ethan Kossar et Sierra Suré. Ils ont parlé de la section internationale à Bainbridge. Donc, pour un voyage qui aura lieu pendant le mois d'avril avec plusieurs élèves du lycée. On a aussi reçu Sylvie Rosier, donc notre chroniqueuse, qui a parlé du réseau pour élargir les opportunités. On a aussi évoqué l'Ethiopian World Federation Incorporate Local, donc avec une manifestation qui aura lieu en avril, donc le 3. On a reçu donc Monsieur Ras Sankawan Moa Assamba, donc garde du corps royal. Et on vient de parler avec Assia Sarah de la santé mentale des aidants familiaux. Plusieurs propositions sont faites avec donc un cercle Régénère qui aura lieu ce vendredi, ou aussi une danse libératrice le 5 avril et aussi un atelier sur le pardon. Donc ça c'est le 5 mais dans l'après-midi. Et on a évoqué donc le salon de la poésie qui aura lieu bientôt avec Rachel Nago qui est coach en écriture. Voilà pour les invités du jour. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, c'est question de la réunion publique qui a eu lieu sur DE, donc sur le Fort Royal et la carrière de DE, ainsi que sur le LCDM qui a posé ses valises donc à l'hôtel Fort Royal concernant tout ce qui est matière d'environnement. Voilà. Au niveau de la visite ministérielle, on a pu voir la visite des marches des esclaves faite par Nathalie Delattre. Et il était question de mouvements sociaux concernant la mobilisation des syndicats sur les rues de Pointe-à-Pitre et des salariés de Sotradom dans les rues de Jarry. Donc, actualité riche. On vous souhaite un bon appétit. Si vous n'avez pas encore déjeuné, on se retrouve demain dans le ZCL.